La nature du corail est longtemps restée un mystère pour les hommes. La légende raconte que Persée, fils de Zeus et de Danaé, fut chargé de tuer la gorgone Méduse. Lorsqu'il lui trancha la tête, le sang de la gorgone se répandit et en solidifiant donna naissance au corail rouge de Méditerranée. Bien des hypothèses ont été échafaudées depuis les Grecs anciens. On a d'abord cru que le corail était une pierre précieuse. L'observation de fleurs blanches a ensuite fait penser que ces petites branches rouges étaient des plantes qui durcissent à l'air. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a fini par se demander si ce que l'on avait pris pour un végétal n'était pas en fait un animal. Le corail est en réalité un animal, c'est un invertébré colonial et non pas une pierre comme on a cru il y a très longtemps, non pas une fleur, le Coran dit que le corail fleurit, mais en fait ce sont ces polypes qui s'épanouissent et qui se rétractent si on les touche. Cette controverse entre la nature végétale et animale du corail s'est résolue à Marseille d'ailleurs, au début du XVIIIe siècle. À cette époque, les uns prétendaient que les fleurs étaient végétales et les autres prétendaient que ces fleurs-là étaient animales, et ma foi. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Le corail est bien un animal. Un animal qui sécrète lui-même son pied de calcaire rouge, sur lequel il vit en colonie, et que Jo Harmelin n'a cessé d'étudier depuis qu'il a découvert un beau jour de 1960 à Gibraltar. Jo Harmelin est fasciné par la beauté du corail en tant que plongeur et par le modèle biologique en tant que scientifique. Ce petit animal perché sur sa branche fait preuve d'une étonnante résistance, par exemple aux pollutions dues à l'homme. On a quand même de gros indices pour dire que le corail est assez peu sensible à la pollution. Aux deux grands types de pollution, aussi bien la pollution d'origine urbaine, à grosse densité, à grosse dominante organique, que la pollution à dominante chimique. Le corail a un autre avantage qui lui permet de résister à l'homme. Les corailleurs ne s'intéressent qu'aux branches ayant atteint une taille permettant leur commercialisation. Mais ce petit animal est capable de se reproduire bien avant d'exciter la convoitise des hommes. Ce qui sauve le corail, c'est qu'il se reproduit à de très très petites tailles. Ça c'est très important, car ça permet au corail de se maintenir même dans une zone comme Marseille qui est exploitée depuis l'Antiquité. On a trouvé récemment du corail rouge de Méditerranée à moins 400 mètres. Une profondeur qui le met à l'abri de l'homme, qui ne le pêche que jusqu'à 100 mètres. Même si par endroits il a quasiment disparu des faibles profondeurs, tout le monde semble d'accord pour dire que le Corallium rubrum n'est pas une espèce menacée. Nous sommes arrivés sur le site de plongée. Michel Meacci et Thierry Taton vont se mettre à l'eau, chacun leur tour. C'est leur dernière plongée de la saison, mais comme toutes les autres, elles nécessitent la plus grande attention. Ils sont un peu moins de 40 en France à bénéficier d'une autorisation d'exploiter le corail. Nous sommes allés faire un tour en Corse, voir comment travaille un corailleur. Vous allez le voir, c'est un métier à haut risque pour passionnés. Autrefois à Naples, on avait coutume de dire que pour être corailleur, il fallait avoir volé ou tué. Aujourd'hui, il faut aimer la mer, le corail et les grands fonds. Jean-Philippe Giordano est l'un des 38 pêcheurs de corail français. Comme tous les autres, son autorisation lui est délivrée chaque année par le quartier des affaires maritimes dont il dépend. Depuis 1985, Jean-Philippe exploite à Bonifacio l'un des plus beaux corails, celui dont on dit qu'il est rouge, sang de bœuf. Jean-Philippe plonge à l'air avec tous les risques que cela comporte. Le corail n'est pas le pétrole, les corailleurs n'ont pas les moyens d'investir dans des plongées au mélange gazeux qui leur offriraient une plus grande sécurité.
Avant tout, c'est une passion le corail. Il faut savoir que c'est un métier, c'est artisanal, il faut que ça reste artisanal. Il ne faut pas que la pêche au corail devienne quelque chose d'industriel parce que autrement ça ne va même pas durer 2 années. Ce métier qui est un fragile équilibre entre l'homme et la mer, c'est comme le paysan qui va exploiter sa terre, le corailleur va faire sa récolte au fond de la mer. À bord du bateau, un matériel électronique moderne permet de repérer les lieux propices au corail en grande profondeur. En zone 9, JP planche 70. Chaque zone de plongée est notée avec précision. JP planche sur Rocher Bruno, c'est ça l'après-midi. Jean-Philippe attend 3 ans avant de replonger sur un site qu'il a déjà exploité. Bon, ben on va essayer ce rocher alors. Allez, je mets le sondeur, tu prépares une pierre. Ah ben, le repérage, on le fait par des points GPS qu'on a ici, on a notre petit GPS. Et ensuite, on peaufine avec notre sondeur qui va nous donner exactement l'état du fond. Et pour plonger sur une falaise, on attend qu'il y ait véritablement une cassure. C'est la zone qui est le plus susceptible, on pourrait dire, de porter du corail. C'est des grands rochers, des belles falaises. Alors on se met dans des fonds, on peut modeler, c'est-à-dire on va faire un fond de 60-65 mètres jusqu'à une descente à 80. Comme ça, on peut, à partir du moment où on arrive au fond, gérer une plongée qui peut être plus prudente en restant dans les 65-70 mètres et un peu plus poussée si on se sent bien jusqu'à 80. Avant chaque plongée, la plus grande concentration est indispensable. Sous l'eau, la moindre erreur pourrait être fatale. Même s'il travaille en symbiose avec son marin et qu'il dispose de matériel performant, une fois en bas, le corailleur est seul. La préparation du matériel doit donc être extrêmement minutieuse. Lesté de 2 grosses pierres, il descend le plus rapidement possible, parfois plus de 60 mètres, en moins d'1 minute. À cette profondeur, l'eau ne dépasse pas 11 degrés. À partir du moment où je suis au fond, je récolte mon corail avec une petite martelette, une lampe qui me permet de bien cibler rapidement le diamètre des branches et surtout les voir lorsqu'elles sont dans des trous et dans des grosses, plus ou moins inaccessibles. Donc à partir de ce moment-là, je plonge. J'ai ma martelette prête et pendant 20 ou 25 minutes selon la profondeur, je me concentre uniquement sur la pêche au corail. La récolte, c'est ce qu'il faut faire, c'est essentiel, en effet de penser qu'à ça. L'ennemi du corailleur, c'est la narcose, l'ivresse des profondeurs qui saisit tous les plongeurs aventurés au-delà de 40 mètres et qui provoque de curieuses réactions, angoisse, euphorie, qui peuvent aller jusqu'à la perte de connaissance. Il faut essayer de penser uniquement au corail, c'est très difficile. Parce que les artifices que nous respirons, à savoir l'azote qui devient toxique, et même l'oxygène au-delà de 85 mètres, sont des ennemis. Et nous jouons un petit peu sur des automatismes que nous avons, c'est-à-dire que ces automatismes nous permettent de se retrouver dans un contexte que l'on connaît bien, à savoir un contexte hostile, de froid, de narcose, et nous verrouillons notre esprit pour nous concentrer essentiellement sur le corail, sans essayer de laisser des doutes nous envahir, ce qui arrive quelquefois aussi. Mais nous ne permettons pas trop de dérive dans notre esprit, c'est ce qui permet de lutter contre la narcose. Le danger, Jean-Philippe l'a accepté. Il sait que pour ces petits bouts de branches rouges, il risque tous les jours sa vie. On est un petit peu des funambules parce que nous rendons compte que nous ne sommes pas du tout dupes sur ce qui peut se passer, sur les problèmes d'accidents, etc. Mais on ne peut pas systématiquement plonger en pensant à ce risque-là. Donc ce risque est calculé, maîtrisé, bien géré, et on essaie justement de l'oublier.
on met toutes les chances de notre côté pour l'oublier. Bien entendu, il nous arrive un petit peu aussi de temps en temps de douter de nous. Et cette peur sera un petit peu notre moteur auxiliaire, quoi. C'est ce qui nous permet justement de se reprendre en main, et parce qu'autrement il faudrait être complètement inconscient pour se jeter à 80 ou 100 mètres de profondeur sans état d'âme, en allant juste récolter du corail, business. Non, c'est pas du tout mon cas, du moins. C'est peut-être le cas de certains autres, mais pas du tout le mien. Le marin est l'âme du corailleur, puisque c'est lui qui doit anticiper sur beaucoup de choses. À partir du moment où on a un bon marin, on peut déjà plonger tranquille. Parce qu'il faut savoir que nous sommes autonomes pendant 25 minutes. C'est la durée durant laquelle nous exploitons le corail. Et à partir du moment où nous remontons, il y a à peu près 5 minutes de remontée selon la profondeur. À 30 minutes, on est toujours autonome. Mais là, on envoie un parachute ascensionnel qui va nous relier au bateau, donc au marin. Le marin va récupérer ce parachute et va envoyer une ligne de vie. Cette autonomie, c'est ce que beaucoup de plongeurs professionnels issus de la plongée sous-marine offshore ont eu du mal à acquérir. Dans les années 80, ils ont été nombreux à vouloir quitter l'univers très entouré de l'industrie du pétrole ou des grands travaux pour se ruer seuls vers l'or rouge, et quelques-uns y ont laissé leur vie. Jean-Philippe, comme tous les corailleurs qui veulent durer, soigne ses paliers de décompression. Une ligne de vie lestée de plomb lui permet de s'attacher pour ne pas perdre le bateau lors de la remontée. Son marin lui fait alors parvenir un narguilé d'oxygène pour éliminer plus rapidement l'excès d'azote dû à la plongée en grande profondeur. Un tuyau d'eau chaude lui permet de se réchauffer. Le marin ouvre alors un parachute pour empêcher le bateau de dériver. Grâce au laryngophone, il peut envoyer de brefs messages, un contact avec la surface indispensable en cas de problème. Commencent alors les phases de décompression par paliers successifs tous les 3 mètres. L'opération peut durer jusqu'à 2 heures. La pêche du jour n'est pas exceptionnelle, elle est bonne sans plus. En moyenne, un corailleur remonte 1 à 2 kg de corail par plongée pour une valeur qui peut aller de 500 à 1500 francs le kilo. Certaines branches se négocient à 4000 francs le kilo, mais celles-là, on ne les trouve que rarement si on a de la chance, car le corail, aujourd'hui, se fait de plus en plus rare. Nous travaillons essentiellement dans les grottes aujourd'hui parce que sur les parois, il n'y a plus beaucoup de corail. Donc le travail se fait essentiellement dans les trous, dans les grottes, dans les failles. Et nous devons débusquer le corail. C'est un métier qui aujourd'hui est devenu assez difficile parce qu'il faut savoir que les Croix Saint-André ont sérieusement amputé l'avenir du corail et des corailleurs. Par une pêche qui est tout simplement une pêche aveugle et non pas une pêche sélective comme la petite récolte que nous faisons. Ce matin, nous avons vu du corail qui n'était pas exploitable, on ne le touche pas. Et on va faire notre cueillette branche par branche. La Croix Saint-André étant une pêche aveugle, on arrive avec une barre de fer de 500 kg, lestée de chaînes et de filets, et on va complètement ravager un rocher. Alors il faut savoir que cette pêche était autorisée, donc des hommes ont exploité le corail très profond. La croix de Saint-André, interdite depuis le début des années 80, a tout ravagé sur son passage. Des lambeaux de filets sont encore accrochés à la roche et d'énormes blocs de falaise jonchent les fonds. Cette pêche anti-écologique a duré jusqu'en 1992, car certains braconniers la pratiquaient encore après son interdiction.
À Bonifacio, malheureusement, il n'y a pas un grand avenir, il n'y a plus beaucoup d'avenir, parce que nous arrivons un petit peu à la fin d'une guerre. Mais il faut savoir que cette guerre, elle a été véritablement sabotée par des problèmes énormes, des problèmes écologiques graves, notamment la pêche à la Croix de Saint-André, qui a été très très dévastatrice dans les Bouches de Bonifacio. Le jour où les corailleurs, dans leur panier, ne remonteront plus que 500 grammes de corail, ils ne seront plus rentables, donc condamnés, comme beaucoup d'autres pêcheurs l'ont été avant eux. Mais aujourd'hui, même s'ils travaillent certains jours pour la gloire, ils sont durs à la tâche et fiers de leur métier. Aujourd'hui, on pêche du corail et puis on ne s'enrichit pas, loin de là. Et quand notre saison doit recommencer, ben, on est à nouveau limite financièrement. Donc c'est pas un métier qui pourra se perpétuer parce qu'on prend tellement de risques, on y met tellement de force et de passion qu'au bout d'un moment, ben, si on n'est pas glorieux par rapport à tout ce qu'on a entrepris, eh bien on sera déçu et puis on arrêtera, quoi. Si les corailleurs disparaissaient, il y aurait encore un métier de moins sur les bateaux et nous aurions perdu ces jardiniers du fond des mers. Michel, on vient de le voir, le métier de corailleur est un métier dur. Comment on se sent quand on remonte de sa plongée? Ben, on est fatigué. On est fatigué surtout quand on arrive en fin de saison. Puis toute l'année, là, on est dans l'eau. C'est long et c'est dur, surtout quand on prend de la bouteille aussi. Il faut y penser à ça. Vous avez déjà eu des accidents depuis que vous récoltez le corail? Ben, des accidents pas graves, hein, heureusement pour moi. Et je m'en suis toujours sorti, donc parce que j'ai acquis une certaine discipline depuis que je plonge. Et surtout, je ne suis jamais sorti à la mer et j'ai jamais fait une incursion sans oxygène. Voilà, bon, ben, c'est comme ça. Hein. On sait que l'oxygène c'est quelque chose d'important et donc je ne suis jamais parti à la mer sans oxy. Un jour vous serez bien obligé de mettre un terme à votre carrière. Comment vous pressentez votre retraite? Ben, je l'arrêterai parce que, bon, il faut toujours arrêter un moment, hein, un jour. Mais physiquement, donc, je l'accepterai parce que, bon, le métabolisme, il est comme ça. On ne sait pas comment on réagit quand on prend de l'âge. Mais où ça sera dur, je pense, c'est au niveau psychologique. De plus aller dans l'eau, de plus faire ces incursions, de plus être seul, tout ça, au fond de la mer. Ça sera peut-être un peu dur, il faudra que je compense par autre chose. Vous n'avez pas peur d'avoir des rhumatismes, des douleurs avec l'âge? Ben, je crois qu'on se réserve une vieillesse assez difficile, avec certainement des rhumatismes, ça c'est sûr. Bon, ben, on fera avec, on assurera, et on assumera surtout. Michel, on vous remercie de nous avoir accueillis, on vous laisse aller vous sécher et vous changer. On ne parlera pas sur ce bateau des prix de vente, du corail. Ne vous imaginez pas pour autant que les corailleurs soient milliardaires. Cet hiver, Michel, Thierry et les autres iront pêcher l'oursin ou le violet pour gagner leur vie. On évalue à 70 tonnes la production annuelle de corail en Méditerranée. Une petite quantité est traitée localement, une autre part vers l'Asie, mais la majeure partie du corail récolté atterrit en Italie, à Torre del Greco, un petit village qui vit de l'or rouge. Depuis plus d'un siècle, le travail du corail se fait principalement à Torre del Greco, un petit village au pied du Vésuve, dans la baie de Naples, spécialisé dans le corail rouge. Plus de 130 ateliers y emploient près de 3000 ouvriers. Selon sa qualité, 1 kilo de corail s'y négocie de 500 à 5000 francs. Les corailleurs apportent ici l'essentiel de leur récolte. Les branches sont d'abord triées, puis tronçonnées en morceaux de taille égale. Le disque de scie baigne en permanence dans l'eau pour ne pas faire éclater le corail sous la chaleur.
Les tronçons sont ensuite dégrossis et arrondis en petits cylindres appelés cupolini. Ils sont alors troués avec une perceuse ultra rapide. Au siècle dernier, les mamas, elles, utilisaient un système manuel à archer et travaillaient dans les ateliers et au coin des rues. Si le corail est un peu poreux en surface, il est affiné pour atteindre la matière la plus dense. Les cupolini sont ensuite transformés en perles parfaitement rondes, au calibrage rigoureux. Certains colliers auront des perles d'1 centimètre de diamètre, qui les classent dans la catégorie supérieure. Les perles sont ensuite placées dans un sac de toile de jute avec un léger abrasif et roulées à la main pendant plusieurs heures. Cette opération de lustrage du corail se fait toujours selon la méthode traditionnelle. Le corail ne devient pas seulement bijou, les plus gros morceaux sont sculptés. Torre del Greco est toujours la capitale mondiale du corail. Mais les Asiatiques tentent aujourd'hui de percer une brèche dans ce quasi-monopole, en court-circuitant les courtiers napolitains. Et quand les Asiatiques s'attaquent à un marché, ils n'ont pas l'habitude de jouer longtemps les seconds rôles.